présentation, elle est inspirée de ma pratique. Je travaille avec des adolescents et des jeunes adultes dans un service de psychiatrie à Orsay, donc en région parisienne. Donc, quels sont les modèles qui viennent de la psychologie qui nous indiquent la façon dont un comportement positif ou un comportement inadapté est appris par l'enfant, donc par la personne, et comment on peut intervenir et à quel niveau on peut intervenir pour aider. Là, juste donc le plan de la présentation vous allez voir souvent, pour garder un peu le fil rouge, c'est un peu long ma présentation. D'abord, des précisions sur le cadre et les termes, un peu ça, voilà, qu'est-ce que c'est que la santé mentale, quels sont les troubles qu'on rencontre le plus souvent. Je vais essayer d'être courte là-dessus. Mon mari me dit que ma présentation est très théorique. On verra. Moi, j'espère surtout développer la partie mise en pratique, la partie voilà, qui nous intéresse. Voir quelques données de la psychologie du développement de l'enfant dès la naissance. Qu'est-ce qui fait que la personne d'une figure d'attachement, par exemple la personne des parents, est importante pour l'enfant et comment justement la qualité de cette relation avec le parent peut devenir facteur de protection plus tard ou voilà, soutien. Il y a des études longitudinales, c'est-à-dire dès le plus jeune âge de l'enfant jusqu'à l'âge adulte. Est-ce que la famille joue un rôle dans la santé mentale? On trouve aussi le rôle de la famille dans les addictions, dans la récupération après un épisode psychotique, ce qui est probablement rare pour vous d'entendre parler, mais c'est la population avec laquelle je travaille. Mais quels aspects de la vie familiale sont importants dans ce rôle de protection et de développement harmonieux. Donc, et il paraît que c'est surtout cette relation sécurisante, donc on revient à l'attachement, qui semble primordiale. Donc d'autres études qui indiquent aussi que la qualité de la relation entre les parents est essentielle. Et après, surtout dans les cas de suicide, de tentative de suicide, le respect de l'attachement et le fait de bannir tout acte de violence au sein de la famille semble aussi important. Et pareil, dans le trouble de stress post-traumatique, encore une fois, le rôle de la famille qui a été mis en évidence. Je tiens à préciser le cadre dans le sens où cette présentation, vous l'avez probablement compris, elle se situe sur le plan psychologique. Donc, toutes les ouvertures, j'espère que vous allez trouver toutes les ouvertures vers le plan psychologique. Enfin, j'espère que l'Assemblée va les trouver et comment mettre ça appliquer ça au sein de l'Église, au sein de votre activité avec les personnes, les filles spirituelles, peut être intéressante. C'est à vous après de trouver. Donc, je ne souhaite pas faire débat, je vous présente juste des modèles qui existent et quelques outils. Un peu de vocabulaire de santé mentale. Donc, déjà, la santé mentale qui est très importante parce que selon l'Organisation mondiale de la santé, une personne sur 8 souffre d'un trouble mental. Le DSM-5, c'est le manuel qui devient en référence un peu dans le monde de la psychiatrie et des thérapeutes. Quelques exemples, donc juste à titre d'exemple, les troubles anxieux et dépressifs, justement les plus fréquents et vraiment c'est ceux qu'on rencontre souvent, bipolaires, les addictions, les troubles neurodéveloppementaux, les troubles psychotiques et les troubles de la personnalité. Et je notais borderline parce que, encore une fois, borderline, ce type de trouble de personnalité revient très fréquemment à présent. Père Arèche, vous me dites si, voilà. Et surtout, dans ce trouble de la personnalité, on connaît l'impact quasi direct des traumas de l'enfance. Mais par exemple, un enfant qui est puni trop souvent et tous les jours, peut être un trauma. Okay? Et donc, ça peut avoir un effet quasiment direct sur un trouble de la personnalité plus tard. Donc, en fait, je me suis dit, dans le titre, tout est dit. Famille, rôle protecteur, facteur de protection. Mais ce qui est mon souhait, c'était de dérouler un peu, de voir comment le trouble, la difficulté, on va dire, parce que c'est une question de seuil. Un trouble,
être sous-clinique ou être cliniquement significatif, c'est juste une question de seuil de continuité, de gradient. Ok, donc vous connaissez probablement des gens qui ont des traits autistiques sans être autistes ou des traits de personnalité borderline sans avoir un diagnostic. Vous voyez, donc c'est tout ce continuum là, toute la diversité humaine. Je pense que c'est intéressant de voir comme ça. Et donc, ce qui ressort de toutes les études que je vous ai énumérées tout à l'heure, c'est que la partie psycho-affective, donc celle qui fait référence aux émotions, et la partie psychosociale qui fait référence au réseau qu'on a autour de nous. Donc le premier réseau, c'est la famille, et après on va voir quel est le réseau. C'est les deux éléments qui sont très importants. Je ne sais pas si c'est clair. Okay, donc, ce n'est pas le statut social, par exemple, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas d'autres caractéristiques d'une famille, mais surtout cette partie psycho-affective et psychosociale, comment la famille est intégrée, comment on aide les enfants à s'intégrer, etc. Vous allez, ma présentation, vous allez voir, souvent on va entendre parler de comportement, d'émotion et de pensée, ou de cognition. J'aimerais bien faire un focus sur les émotions, juste une sorte parce que moi, à l'hôpital où je travaille, on essaye, et de plus en plus ça se fait dans les services de réhabilitation, on implique les familles. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que notre travail avec le patient, c'est un travail qui peut rester au sein de l'institution, mais s'il n'est pas généralisé à la vie quotidienne et aux autres aspects de la vie, ça sert à rien. Quasiment. Donc, de plus en plus, ça se fait des thérapies familiales, des thérapies multifamiliales. Il y a la thérapie systémique, j'en suis pas spécialiste, mais pour vous dire que donc la famille est considérée comme partenaire, un vrai partenaire pour la réhabilitation. Okay? Et ce travail avec la famille commence par le fait de les former. Donc, ce que j'essaye là maintenant, c'est de vous faire une courte formation sur les émotions, ce qu'on appelle psychoéducation, pour voir de quoi il s'agit, pourquoi ça prend autant de place maintenant. Je suis allée avant les vacances d'acheter les livres pour mes enfants et tout le royaume des livres pour enfants est inondé des livres sur les émotions. Donc ça veut dire que soit il y a un besoin, soit peut-être il y a on met trop l'accent là-dessus. Mais donc là, un focus sur les émotions pour voir ce que c'est, voilà, et pourquoi on s'intéresse autant, d'accord? Et voir que ce n'est pas magique ou c'est pas de l'ordre. Donc un vécu subjectif, une sensation, on dit un état d'esprit, un ressenti intérieur qui dépend du contexte et qui évolue dans le temps. La durée d'une émotion, donc encore une fois, l'émotion que je comprends en psychologie, en thérapie, elle est de courte durée. Une émotion ne peut pas avoir la même intensité très longtemps. À un moment donné, elle baisse parce que justement physiquement, notre corps ne peut pas supporter de vivre une émotion de manière très intense. Donc à un moment donné, elle disparaît, elle se calme toute seule, elle disparaît. Donc c'est un vécu de courte durée qui est en réaction avec quelque chose. Et donc elle est en réaction avec quelque chose qui se passe à l'extérieur. Ça peut être un événement, d'accord, un événement, ou ça peut être une réaction à un état interne. Moi-même, je peux me provoquer une émotion, par exemple en rappelant un souvenir de mon enfance, peu importe, un souvenir, un mauvais ou un bon souvenir, ou une pensée ou une croyance. Si je crois que je rate toutes mes exposés, voilà, je risque d'augmenter mon anxiété de performance, d'accord? Et si elle est très importante, sur mon comportement, ça va se voir. Soit j'arrive pas à finir ma présentation, soit je fais un malaise, etc. On n'est pas obligé. Mais donc, c'est pour introduire le fait que toujours cette relation entre émotion, cognition ou pensée et le comportement. Et vous savez, depuis que Père Adrien m'a demandé de faire l'intervention, il y a des vagues d'anxiété qui venaient, qui se calmaient. Et toujours cette question, comment faire le lien finalement avec... vous êtes ici beaucoup de prêtres et de femmes de prêtres et voilà, on est intéressés, on est dans le sein de l'Église. Comment faire? Et ce matin, à la liturgie, en entendant les prières avant la communion, donc on prie pour nos sens, pour la purification de nos sens, pour la purification de nos ressentis, je ne sais plus comment on dit en français dans la prière, mais c'est exactement les émotions.
et on prie pour la purification des mauvaises pensées. Ok? Et ça, je me suis dit, c'est ça le lien, parce qu'on prie Dieu pour nous aider dans tout ça, mais peut-être que dans notre tête, souvent c'est un mélange des choses et on ne sait pas qui a déclenché quoi. Peut-être ce n'est pas important, mais peut-être que si on voit un peu le mécanisme de comment ça marche, on saura mieux tirer le fil rouge, juste commencer par quelque chose. Lorsque j'ai tendance à dire patient, mais une personne se présente à nous et nous demande conseil. Plusieurs types d'émotions, les simples, les mixtes, les repoussées, pseudo-émotions. Par exemple, pourquoi je considère important le fait de me sentir rejetée, ce n'est pas une vraie émotion. Pourquoi? Parce que ça implique une interprétation du comportement de l'autre. C'est-à-dire, si je dis je me sens rejetée, je dis tu me rejettes. Ok? Alors, ce n'est pas une vraie émotion. Les émotions, est-ce que quelqu'un a vu vice-versa? Oui? Ok. Donc, les émotions, on considère qu'il y a 6 émotions de base. Pourquoi? Il y a Ekman qui s'intéressait beaucoup à l'expression et à la lecture des émotions. Ekman, il a fait des études dans plusieurs cultures occidentales, mais aussi dans les tribus et tout. Et il a trouvé qu'il y a 6 émotions, quasiment, qui sont, même chez les gens sans éducation ou pas occidentaux, on va dire, dans une autre culture, la façon d'exprimer et d'interpréter les expressions faciales des émotions sont les mêmes. Et ces 6 émotions-là, on les voit dans vice-versa, il en manque une dans vice-versa d'ailleurs. Donc c'est la joie, et après c'est la tristesse, la peur, la colère, le dégoût et la surprise. C'est la surprise qui manque. Parce que, j'entre pas dans les détails. Donc elles ont une valence positive ou négative en fonction du besoin. Oui. J'en ai que 5. La joie, la tristesse, colère, la peur, la surprise et le dégoût. Merci. Le dégoût, mais dans le sens où le dégoût, je suis dégoûtée devant. Ça peut être devant la nourriture, mais ça peut être devant une situation, une interaction. Un autre argument, pourquoi on s'occupe des émotions? Il y a des études et j'ai choisi celle-là que je trouve intéressante, une étude allemande qui a été faite chez les bébés de 7 mois. Donc avant d'avoir l'accès au langage, ils ont montré des stimuli anxiogènes, vous voyez des araignées ici et des serpents là. Ils ont essayé de faire pareil au niveau de la couleur et de la forme, mais avec des stimuli non anxiogènes. Et ils ont trouvé chez les bébés, donc sans avoir appris les émotions, qu'ils ont une réaction de peur, sans que personne leur dise. Okay? Donc c'est avant l'apprentissage. Donc les enfants, devant des stimuli anxiogènes, ont une réaction de peur. Et donc ça indique que nous sommes équipés dès la naissance probablement. Nous sommes équipés avec cette capacité avec ce système émotionnel. D'accord? Donc il y a les bases très tôt à la naissance. Donc ça veut dire que ça doit être important pour l'homme. Alors, à quoi elle sert une émotion? En psychologie, on considère donc qu'il y a cette fonction adaptative de l'émotion parce qu'elle nous a permis, et elle nous permet toujours de nous donc devant quelqu'un qui a l'air menaçant, c'est sûr que je vais pas aller vers lui parce que quelqu'un qui est menaçant, je ressens une émotion de peur et je vais plutôt m'éloigner. Ouais, donc ça a une première fonction de m'adapter, de me protéger. Une fonction sociale parce que c'est la base de la communication. Lorsque je suis en groupe, on communique. On sait bien que le langage verbal, c'est une partie très limitée de notre communication et que la plupart du temps, on communique avec le non-verbal, paraverbal, etc. Donc, c'est sans parole. Donc, c'est surtout la lecture des visages, des expressions faciales. Et puis, une fonction motivationnelle parce qu'on ne fait rien sans les émotions. Même le fait de ne rien faire, c'est que derrière, il y a une motivation liée au système émotionnel. Et enfin, j'entre plus dans le cœur de la présentation. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la psychologie?
du développement. Je trouve assez intéressant pour le savoir à titre informatif et donc, comme je vous disais, une sorte de psychoéducation. Les bébés à la naissance, à quelques minutes, à quelques minutes de la naissance en bas, et je l'ai testé avec ma deuxième fille. Et elle a eu les mêmes réactions. Voilà. Après l'accouchement, il y a une personne qui fait des mouvements avec le visage, ok? Et l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il imite. On tire la langue, il tire la langue. On ouvre la bouche, il ouvre la bouche. On ferme la bouche, il ferme la bouche. Et cette étude, elle est très célèbre. Après, il y a eu on a évolué, on a fait plein de versions. Mais encore une fois, ça montre que dès la naissance, on est prêt déjà que le visage est important, que c'est un stimulus très pertinent pour nous, puisqu'en parallèle, je crois que les expérimentateurs faisaient aussi des mouvements des bras et les enfants n'imitaient pas ça. Donc, ils imitaient, ils se concentraient sur le visage et ils imitaient vraiment Donc, on est équipé par cette capacité d'imitation, qui est par ailleurs la base de tout apprentissage, la capacité d'imiter. Donc, cette première étude, et probablement vous avez entendu parler ou vous avez lu de la théorie de l'attachement de Bowlby qui prend... elle a plein d'applications. Peut-être qu'elle n'est pas 100% vraie, mais elle est utilisée même dans la thérapie des couples. Quand on considère que dans une interaction humaine, tout ce qu'on veut, c'est d'avoir, ou ce qu'on cherche en permanence, c'est d'avoir un lien sécurisant. Donc, on est à la recherche d'une connexion, d'une relation sécurisante avec l'autre. Et dans la thérapie des couples, par exemple, en tout cas, celle pour laquelle, il y en a beaucoup de thérapies, mais celle pour laquelle il y a des études, plein d'études d'ailleurs, qui montrent qu'elle marche, elle est basée sur cette théorie-là de Bowlby. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que les interactions au sein de la famille sont super importantes sur le développement psychologique de l'enfant. Ça a l'air assez évident. Et il propose un système motivationnel inné. D'un côté, un système d'attachement. C'est donc le bébé, très tôt, il est à la recherche de contact avec l'adulte, avec la personne qui s'en occupe de lui, et il fait des comportements pour avoir l'attention et pour avoir cet attachement. Donc des comportements de type il va sourire, il va vocaliser, même le fait de s'agripper et de pleurer va un peu pousser la personne qui s'en occupe de lui justement de s'occuper de lui, vous voyez. Donc il nous pousse le bébé parce qu'il souhaite ça, il cherche ça, cette relation d'attachement. Dès que le système d'attachement est calmé, on va dire, donc dès que l'enfant a obtenu ce qu'il souhaite, il y a le système exploratoire qui se met en route. Et c'est essentiel. Bon, pour moi, c'est très important. Le fait que, donc une fois que l'enfant a ce qu'il veut, c'est-à-dire cette relation sécurisante, il se met à apprendre à explorer son environnement. Donc, il est calmé, il est bien. Là, il est en sécurité. Il va grimper, il s'éloigne de plus en plus, il monte, il touche, il met à la bouche, etc. Il apprend son environnement. Et c'est la base de son épanouissement, de son développement plus tardif. Je vais vous montrer une vidéo de Bowlby. Enfin, c'est pas lui qui a fait en fait, c'est issu de ses travaux, une expérience pour tester, pour voir les qualités de l'attachement. Donc, à partir de cette théorie de l'attachement, c'est mieux, Émilie? Si je tiens comme ça, ok. Tu entends mieux? Ils ont créé une expérience qui s'appelle Strange Situation. Donc, l'enfant, il est avec sa maman, mais dans une pièce qu'il ne connaît pas. Il joue. À un moment donné, il y a une personne étrangère, mais vous allez voir, il y a une personne étrangère qui entre dans la pièce. Et la maman va partir et l'enfant reste avec cette étrangère. Et donc, les psychologues observent ce qu'il fait. Les bébés qui ne se laissent pas, c'est assez contre-intuitif, qui ne se laissent pas consoler par cette étrangère, mais qui sont consolables que par la maman, au retour de la maman, c'est ceux qui ont été considérés comme ayant un attachement sécurisant. Okay? Donc, qui plus tard développent, parce qu'après il y a eu des études longitudinales, plus tard développent même donc, dans les amitiés, dans les relations amoureuses, cette qualité d'attachement sécurisant. Okay?
Il y avait des enfants, par exemple, et je ne vais pas avoir un discours culpabilisant, mais nous, on a 4 mois de congé maternité, et à 4 mois, on laisse les enfants à la crèche ou chez la nounou. Okay? J'ai des amis nounous qui disent, les enfants, quand ils partent de chez moi, ils pleurent. Quand ils voient leur maman, ils se mettent à pleurer. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est la nounou qui est devenue la figure d'attachement. Oui, ce que j'ai pas dit, c'est que au début, l'enfant, il a ses comportements de chercher l'attachement un peu de manière indifférenciée, donc c'est-à-dire peu importe quel adulte est autour de lui. Mais après 7 mois, il y a cette sélectivité, donc il a sélectionné une figure d'attachement et c'est avec cette figure d'attachement qu'il va avoir des relations privilégiées. D'accord? Donc la maman naturellement ou le papa naturellement, mais dans la façon de vivre aujourd'hui et de la société, ce n'est pas toujours le cas. Donc la détresse de l'enfant diminue en présence de la figure d'attachement. En l'occurrence, dans l'expérience, vous allez voir la maman. Je vais mettre la vidéo. How will she react to a stranger? What will happen when her mother leaves the room? And when she returns? It's Lisa's behavior when her mother returns, what psychologists call the reunion, that they are particularly interested in. Most importantly is to look for the type of balance that a child strikes between an attachment need and, on the other hand, to explore the play material. Once Lisa has settled down to play, a stranger enters the room and sits in the chair reading a magazine. Lisa, where's the bow? Where's the bow? After a couple of minutes, the stranger attempts to interact with Lisa. Soon after, Lisbeth gets a cue to leave the room. The stranger tries to comfort Lisa, but in vain. Lisbeth comes back into the room and the camera records how Lisa reacts. Vous avez vu, en fait, l'enfant, même si les jeux sont attrayants, même si l'environnement est attrayant, quand même, à la séparation, il attend sa maman pour se consoler. Donc, sur le plan émotionnel, c'est la figure d'attachement qui compte le plus. Une autre expérience, moi je trouve intéressante les expériences. Et en fait, je vais vous dire, c'est une expérience dans laquelle la maman interagit avec l'enfant, toujours des enfants autour de 12 mois, donc 1 an. Elle interagit, elle réagit aux émotions de l'enfant, elle lui parle, etc. Donc le visage est très mobile et tout. Et à un moment donné, donc la maman, l'expérience, c'est que la maman s'arrête. Son visage devient un still face, vous voyez, elle bouge plus. Donc elle est devant l'enfant, mais sans bouger. Et j'ai fait exprès de vous présenter cette vidéo parce que on peut très bien s'imaginer que lorsqu'une maman est déprimée, par exemple, elle peut pas avoir ses réactions toujours en miroir. Ça s'appelle comme ça, mirroring, ok? En miroir avec l'enfant. Elle peut pas parce qu'elle est elle-même dans un état où elle peut pas. Mais lorsque on a l'enfant devant nous, on joue et puis tout de suite on est sur l'écran, vous rendez compte que notre visage, quand on est sur l'écran, on n'est plus en lien avec l'enfant. Qu'est-ce que ça peut faire? Et vous allez voir en direct qu'est-ce que ça peut faire. Donc une expérience, quelques minutes, 2 minutes, de voir qu'est-ce que ça fait chez l'enfant lorsque la maman n'est plus en contact avec lui. Ok? N'est plus en miroir, on va dire. This young are extremely responsive to the emotions and the reactivity and the social interaction that they get from the world around them. This is something that we started studying 34 years ago, when people didn't think that infants could engage in social interaction.
In the still face experiment, what the mother did was she sits down and she's playing with her baby who's about a year of age. I'm like a girl. Oh. And she gives a greeting to the baby gives a greeting back to her. Yeah. This baby starts pointing at different places in the world, and the mother's trying to engage her and play with her. They're working to coordinate their emotions and their intentions, what they want to do in the world. And that's really what the baby is used to. And then we ask the mother to not respond to the baby. The baby very quickly picks up on this. And then she uses all of her abilities to try and get the mother back. She smiles at the mother. She points because she's used to the mother looking where she points. The baby puts both hands up in front of her and says, "What's happening here?" She makes that screechy sound at the mother, like, "Come on, why aren't we doing this?" Even in this 2 minutes when they don't get the normal reaction, they react with negative emotions, they turn away, they feel the stress of it, they actually may lose control of their posture because of the stress that they're experiencing. Okay. I'm here. And what do you do? Vous voyez, c'est pas si anodin que ça, parce que donc nous, on est sur notre téléphone, d'accord? Le bébé essaie de, voilà, il se met à pleurer. Tais-toi! Quelle est notre réaction? Il nous dérange. Tais-toi! Et éventuellement, je change de pièce ou je m'éloigne. C'est vraiment, voilà. On voit on voit le niveau de stress en fait qu'on est en train d'induire chez l'enfant, puisqu'on a coupé la relation avec lui à ce moment-là. Des modèles cognitifs et comportementaux d'acquisition d'un trouble. Donc encore une fois, j'ai dit trouble, mais c'est plus problème, on va dire, ou donc même si c'est sous-clinique, ok, donc d'une difficulté psychologique. Bon, beaucoup la psychologie expérimentale s'est inspirée des travaux chez l'animal. Donc Pavlov avec, vous connaissez avec ses études sur les chiens, qu'est-ce qu'il fait? Il associe deux stimuli, la nourriture et le sang. Donc au début, il n'y a que la nourriture, le chien se met à saliver. À un moment donné, il associe donc à la nourriture, il associe le son d'une cloche. Et ensuite, il enlève la nourriture et le chien continue à saliver lorsqu'il y a que le son de cloche. Okay? Watson et Reiner, ils ont pris le modèle de Pavlov et ils ont fait des expériences chez les humains. Donc, à l'époque, la recherche n'était pas bien encadrée. De point de vue éthique, c'est très, très critiquable. Mais donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le petit Albert, qui était le garçon d'une infirmière qui travaille avec eux. Donc, il avait environ 7 mois. Peut-être un peu plus, je ne sais pas exactement, mais un bébé. À qui, et on lui donnait un lapin pour jouer avec. Une peluche, je crois, un peluche lapin. À un moment donné, ils ont associé le lapin avec un son très fort et très désagréable. Ils tapaient sur quelque chose en métal qui faisait un son désagréable et l'enfant, Albert, donc, se mettait à pleurer. Ensuite, ils ont enlevé le son désagréable et Albert, dès qu'il voyait le lapin, il se mettait à pleurer. Alors que, donc, avant, il pouvait jouer avec. Donc ça, c'est un exemple de conditionnement. Ça, c'est par exemple, ils ont justifié les phobies, à la naissance des phobies, pour expliquer, avec ce type d'apprentissage. Donc, c'est un apprentissage par association. Donc, j'associe un stimulus qui est neutre, on va dire, avec un stimulus désagréable. Et seulement à la présentation du stimulus qui était neutre, déjà, j'ai une réaction qui était une réaction à un stimulus désagréable. Est-ce que c'est trop technique, ça? Ou ça va? Ok. Et donc, qu'est-ce qu'on peut voir, nous, enfin, qu'est-ce qu'on voit, nous, est-ce que vous avez des exemples de conditionnement, d'association, là, dans notre vie quotidienne? Est-ce qu'on en a? Il y en a partout. Lorsque, par exemple, quand je bois le café, je fume aussi la cigarette,
c'est très compliqué de renoncer à la cigarette parce que je l'ai associée au café. Donc, dès que je sens l'odeur du café, j'aurais envie de la cigarette. Un autre exemple, ça va être très pratique chez les étudiants lorsque sur le bureau où ils travaillent sur l'ordinateur, ils ont aussi l'habitude de jouer des jeux vidéo. Donc, dès qu'ils vont se mettre au même bureau, ils vont avoir envie de jouer et pas forcément de travailler. Donc, ça, c'est à faire attention. Essayez, par exemple, de garder à la maison des endroits, au moins un bureau que pour une tâche. OK, pareil, pour manger. Bon, bref. Donc, il y a beaucoup d'exemples de la pathologie, mais aussi de la vie quotidienne où il y a cet apprentissage par association. Ensuite, il y a Skinner. Donc, Skinner, il est le maître, il considère que on peut apprendre n'importe quel comportement. Donc, si on souhaite qu'un comportement se répète et devient une habitude, il faut lui donner une conséquence positive. Lorsqu'il y a une conséquence positive, il y a plus de chances que je vais avoir à nouveau ce comportement. D'accord? Skinner, c'est par exemple dans la thérapie avec les enfants autistes, c'est cette théorie-là, ces expériences, ces travaux-là qui sont utilisés. On apprend aux enfants par un renforçateur, ça peut être un bonbon ou souvent des chips, etc. On apprend on les éduque, si vous voulez. Donc, ça a l'air très technique et c'est ce côté dressage qui, voyez, parce que c'est très utilisé chez les animaux aussi. C'est ce côté-là qui me dérange. Mais en revanche, si on analyse, est-ce que nous, quand on apprend à faire quelque chose, voyez, l'enfant, je vais apprendre à mon enfant de mettre les cubes les uns sur les autres. Donc, je souhaite, à la fin, je le félicite, je lui dis bravo, viens, etc. Donc, ça, c'est une récompense. Et il va le refaire juste pour me faire plaisir, vous voyez. N'ayez pas peur. J'ai eu des mamans, par exemple, qui venaient me demander « Ah oui, et si je dis tout le temps bravo à mon enfant, peut-être qu'il va devenir orgueilleux. » En fait, lorsqu'on est dans un processus d'apprentissage, féliciter l'enfant pour le comportement ne va pas le rendre orgueilleux. C'est au moment, si ça devient à un moment donné, bon, il a appris ce comportement, il n'a plus besoin de mes félicitations. D'accord? Et il va être motivé parce qu'il a pris plaisir en faisant et en arrivant à la réussite. Donc la motivation qui au début était externe, par ma réaction, par ma récompense, va être interne. Donc, il va faire des bonnes choses, on va dire, de son propre, par son propre motivation. Comment? Initiative, merci. Donc, on peut, donc, il y a un côté, comment dire, technique qui peut nous déranger, mais il y a aussi un côté, si on sait toutes ces choses-là, on sait aussi à quel point on peut influencer et apprendre à nos enfants par la récompense. La récompense ne doit pas être un cadeau, ne peut pas être toujours un cadeau. Bien sûr que si aussi, mais c'est surtout dans la relation. Oui, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. J'ai décidé aussi de parler, mais rapidement, de l'impuissance acquise. Seligman, il a fait des études chez les chiens. Il avait 2 cages qui communiquaient. Lorsque les chiens étaient dans une cage, ils recevaient des chocs électriques. Au bout d'un moment, ils changeaient de cage et dans la nouvelle cage, il n'y a pas de chocs électriques. Donc, les chiens ont appris de changer de cage. Okay? Mais après, dans la deuxième partie de l'expérience, il y avait des cages électriques, quoi qu'il en soit, enfin, partout. Donc, les chiens avaient essayé tout le temps, tout le type de comportement, de bouger, voilà. Ils ont tout essayé et à chaque fois, ils recevaient des chocs électriques. Donc, c'était plus dans leur pouvoir de changer ça. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis comme ça. Ils ont attendu sur le sol et ils ne faisaient rien. Donc, ça, c'est un comportement qui peut nous faire penser à la dépression. Vous voyez, des moments où des situations, quoi que je fasse, ça va mal. Donc, du coup, je termine par ne rien faire. Et faisons attention. Donc, je suis convaincue qu'on peut éduquer sans la punition physique. Je suis convaincue. Mais bon, ça, c'est ma conviction. Je ne sais pas de vous. Voilà. Mais même lorsqu'on utilise des punitions, etc., faisons attention aux gradients, d'accord? Que ce soit pas tout, que ce soit annoncé, que ce soit pas tout le temps, que ce soit pas randomisé non plus. C'est-à-dire le même comportement, une fois il est récompensé, une fois il est puni, une fois il est, vous voyez, essayez de prévenir, de prévenir les enfants
de les annoncer qu'il y aura des conséquences, mais donc, et pareil, leur donner des limites, mais à l'intérieur de ces limites, qu'ils puissent choisir, qu'ils puissent agir, qu'ils puissent se développer. Les limites, c'est un besoin. L'enfant ne peut pas se développer de manière harmonieuse sans les limites. Mais à l'intérieur des limites, on peut leur donner voilà, ce champ-là où il peut agir, il peut tester lui-même quelles sont les conséquences de ce qu'il fait. Bon, un autre, je ne vais pas insister, le comportement superstitieux, quand on reçoit une récompense par hasard. Et moi, je crois que voilà, c'est ce que j'ai fait qui a fait que j'ai cette récompense, alors que c'était par hasard. Et bon, une réflexion à faire éventuellement. Le deuxième, donc on a vu l'apprentissage, comment on apprend un comportement, donc encore une fois, inadapté ou bien adapté, par l'association et aussi par la récompense. Et maintenant, comment on apprend, et ça c'est très important, on voit peut-être mieux le lien avec la famille, c'est l'enfant, enfin la puissance du modèle. Ok, donc il y a Bandura, un psychologue qui s'est intéressé à l'apprentissage vicariant, ça s'appelle comme ça, vicariant, c'est-à-dire il y a un modèle qui fait le comportement. Donc qu'est-ce qu'il a fait? L'expérience qui s'appelle Bobo Doll. Il avait des poupées de la taille de l'enfant et les enfants qui jouaient librement avec cette poupée. Il y avait deux conditions. Dans une salle, les enfants continuaient à jouer sans intervention de l'adulte, et dans une autre salle, il y avait un adulte qui venait à un moment donné, qui se mettait à taper la poupée. Et qu'est-ce qu'on voit? Dans la première condition, il n'y a rien qui se passe, mais dans la deuxième condition, les enfants imitent l'adulte. Après la sortie de l'adulte, il imite, et même il devient, et ça c'est le plus cruel, c'est qu'il devient créatif dans la violence. L'adulte, il tapait tout simplement la poupée. Les enfants, vous allez voir, ils cherchent des instruments à faire mal à la poupée. C'est vraiment impressionnant. Ils exploitent ça, ils exploitent le modèle qu'ils ont vu pour aller encore plus loin. Et ça peut être très dramatique. Et le deuxième, je présente les deux, après on laisse... Et le deuxième, la deuxième vidéo, ça va être, vous allez voir, c'est une très, très rapide, donc toujours Bandura. Il s'est intéressé à comment on peut influencer les comportements sociaux d'un groupe. Et donc, il fait au feu rouge, quand on traverse la rue, il met donc quelqu'un qui fait partie de l'expérience. Et vous allez voir, c'est un monsieur bien habillé, qui fait, on peut dire qu'il a un statut, un bon statut social et tout. Et il traverse au feu rouge. Donc, il y a un groupe de personnes, et ce monsieur dedans, il y a les feux sont rouges pour les piétons, et quand même, il traverse, et on voit tous les autres qui le suivent. La même condition avec une personne qui semble pauvre, avec un sac à dos, presque un clochard, il traverse, personne ne le suit. Donc lui, il va dire, ça c'est important, parce que pour qu'on imite quelqu'un, on doit pouvoir lui attribuer quelques qualités, comme la similarité. Donc, je dois pouvoir m'identifier avec le modèle. Et je pense aux enfants qui vont à l'église, pouvoir voir qu'il y a d'autres familles comme la nôtre, il y a d'autres enfants comme moi qui vont à l'église. C'est peut-être, sûrement, ça les aide justement à renforcer ces pratiques-là. Donc, pouvoir voir la similarité avec ma propre situation, aussi le respect. Donc, profiter de la période où pour l'enfant, on est encore modèle. Parce qu'à un moment donné, on sera plus modèle. Mais profitons de cette période-là du développement, où ils ont encore du respect. Ils nous regardent comme ça. Tu entres dans la pièce et tu vois les étincelles. Oui, maman, voilà ta robe, etc. Donc là, c'est que je suis encore modèle. Je peux encore, lui apprendre par le modèle. L'attractivité, donc le modèle qu'il soit attractif, qu'il soit intéressant, et la compétence élevée, qu'on puisse lui attribuer une compétence élevée. Oui, le monsieur, il a une serviette, donc sûrement il a un bon travail, donc sûrement, il doit être très compétent dans son domaine. Donc intéressant pour les enfants, mais également pour nous, les modèles. Et encore une fois, ce que je vois comme intéressant sur le terrain, c'est aussi faire attention aux familles avec qui on est amis. Je vais pas développer plus, mais faire attention avec quelle famille on est amis si on veut
justement éviter des problèmes qu'on a entendus ce matin. On voit le monsieur For qui traverse, instance, les feux people sont will rouges, cross the street against a red et light les autres qui le if a suivent. well-dressed person with an attaché case does it first, but not if the same person is dressed in shabby C'est la même clothes. personne en plus. C'est la même personne. Je vais vous montrer que Flung it la... in the air Donc là, c'est l'adulte qui Kicked it commence à repeatedly. frapper la poupée. and threw it down and beat it. And these novel acts were embellished with hostile remarks. The L'enfant fait- children were then left in the playroom that had a variety of toys. Donc, ceux qui n'ont pas eu le modèle, voilà, ils continuent à jouer. Et ceux qui ont eu le Now, modèle, the children who had observed the aggressive modeling adopted much of it. They even invented new ways for attacking the doll. piste d'intervention, qu'est-ce qu'on peut en faire? Donc, j'ai évoqué au début cette relation entre la pensée, appelée cognition, pensée, mais ça peut être une image mentale, ça peut être un souvenir et ça peut être une croyance. Donc, tout ce qui est dans ma tête, l'émotion, on a vu les 6, mais il y en a d'autres, et le comportement. Donc là, voilà, mon exemple, je rate toujours mes exposés, quoi que je fasse, je rate toujours mes exposés. L'anxiété, elle est importante, enfin, à ce point, nous, quand on travaille avec les jeunes, on leur demande d'évaluer à quel degré vous croyez cette pensée. Moi, je crois à 90% que je rate tous mes exposés. D'accord? Donc, si cette croyance, elle est très forte, il y a des fortes chances qu'elle engendre une émotion importante. Donc, une anxiété. L'anxiété, c'est la peur sans objet. D'accord? Une anxiété de 10 sur 10, donc je vais éviter la prise de parole en public, je refuse Père Adrien, je choisis un travail qui ne me demande pas ça. Il y a plein de... On peut être surpris à quel point le comportement d'évitement peut nous pourrir la vie. Vous m'excusez de l'expression, mais à quel point on se suradapte pour éviter les choses qu'on n'aime pas, d'accord? Mais ça peut être tout un autre comportement. Mais donc ce schéma, il est facilement explicable aux enfants. On peut faire, moi je faisais mes collègues, donc un dessin avec un bonhomme. Au niveau de la tête, il y a les pensées. Au niveau du cœur, il y a les émotions. Au niveau des jambes, il y a les comportements. Donc qu'est-ce que je fais? Et puis au niveau des bras, il y a les conséquences. Parce que au comportement, il y a forcément des conséquences. Et donc, je l'ai pas cité, mais c'est un thérapeute qui a une grande influence et qui, dans la TCC, c'est un peu le père. Donc, il s'appelle Aaron Beck. Il travaille, encore, il y a son institut aux États-Unis, il travaille sur l'anxiété, la dépression surtout. Donc, il dit, la situation, on peut la considérer comme le déclencheur. Okay? Donc, dans la situation, c'est quelque chose qui va déclencher après quelque chose. Dans la situation, en pensant à la prière ce matin, je me suis dit, c'est au niveau de nos sens. Moi, j'aperçois quelque chose, je vois quelque chose, j'entends quelque chose. Ça, c'est la situation. Qui donne ensuite une pensée automatique. Les pensées automatiques, on les reconnaît parce qu'elles sont, il y a il faut, jamais, toujours. Donc, elles contiennent des mots comme ça. Et elles sont très rapides. Tout de suite dans la situation, elles me viennent. Voilà, je suis nulle, je vaux rien, personne ne m'aime. Donc, quand c'est un peu comme ça, excessive, mais plus qu'excessive, absolue, voilà, c'est ces pensées-là que j'ai appris probablement. Mais dans la thérapie, ce n'est pas très important de se rappeler comment j'ai appris ça. On peut traiter même sans se rappeler le contexte. Et donc, il donne ensuite une réaction au niveau émotionnel, au niveau du comportement et au niveau de la réponse physiologique. Je transpire, il y a le cœur qui bat, je tremble, etc. Ça, c'est la réponse physiologique. Et donc, Beck, il propose, et je trouve que c'est un outil assez simple qu'on peut, vous voyez, ça regroupe tout ce que j'ai dit, donc la situation, les pensées automatiques, les émotions, comportements, conséquences. Et c'est intéressant, probablement que vous pouvez, je sais pas si vous pouvez faire avec les personnes qui viennent pour un conseil, mais j'ai eu par exemple des étudiants qui disaient
Je pense pas que la consommation des écrans, c'est problématique pour moi. Mais j'ai remarqué la semaine dernière que je me suis couchée à 2 heures du matin, que j'ai éteint le portable à 2 heures du matin et j'étais en train de jouer. D'accord. Si j'avais demandé à cet étudiant, et je l'avais fait, de noter à chaque fois quand il se couche à 2 heures, en fait, il avait mis un petit programme qui lui disait déjà, qui faisait les statistiques sur une semaine, et il a remarqué que c'était pas exceptionnel. En effet, depuis une semaine, il se couchait à 2 heures du matin à faire des jeux. Donc lui, il avait pourquoi je trouve intéressant? Parce que si on demande à quelqu'un de remplir ça, il peut se rendre compte que ce qu'il pensait être de l'ordre de l'exception, c'est peut-être déjà une habitude, d'accord? Si je viens pour conseil, il y a quelqu'un qui dit je t'appelle mon fils, mais en fait il me pousse, j'ai pas d'autre solution. Je le fais pas souvent, mais quand même de temps en temps. Et si on essaie de voir de faire un focus sur oui, la semaine dernière par exemple, vous l'avez frappé combien de fois? Peut-être 3 jours, voilà, 3 jours. Vous voyez, donc le fait de les enregistrer, en tout cas dans la thérapie, on leur demande d'enregistrer, c'est pour voir que c'est déjà un problème. Ce n'est pas exceptionnel et que toujours dans une situation similaire, je vais avoir tendance à faire la même chose. Et je vais vous donner un exemple. Ce n'est pas mon exemple, heureusement, mais cela aurait pu être. Donc, lors du déjeuner, je suis en train de discuter avec mon mari et ma fille me coupe la parole. Tout de suite, j'ai en tête, j'élève mal mes enfants, ou je suis une mauvaise mère. Cette fille, elle va devenir un adulte, voilà, inadapté, ou voilà, elle va développer un trouble. N'importe quoi. Vous voyez, donc ça peut être des images, ça peut être des croyances, ça peut être de l'expérience, ça peut être je suis une mauvaise mère. Sur le moment, cette pensée-là, que je crois fortement, va déclencher une émotion d'anxiété, de peur. Oui, je suis sûre qu'elle va mal finir, ma fille, parce que je l'élève mal. Qu'est-ce que je fais? Je crie dessus, éventuellement je lui donne une claque. Qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'est peut-être la clé. À court terme, mon anxiété baisse. Vous voyez, j'ai fait quelque chose, ça me suffit, mon anxiété baisse. Et ça, c'est ce qu'on appelle le facteur de maintien. Le fait que mon anxiété a baissé, c'est une récompense pour moi. Et comme on l'avait dit dans les modèles d'apprentissage, la récompense va faire que le comportement va se répéter. Donc, il y a de fortes chances que la prochaine fois, quand elle me coupe la parole, je lui donne direct une claque, ok? Ou que dans une situation similaire, lorsqu'elle me contrarie, j'ai toujours la même réaction, qui est même peut-être inconsciente. Mais si je réfléchis à long terme, peut-être que ma fille, je lui apprends justement d'être inhibée, de ne pas avoir des initiatives. Elle va peut-être s'éloigner de moi, on va rater notre communication, etc. Le même tableau, on peut le faire aussi sous forme de cercle, le cercle vicieux. Et pourquoi? Donc, c'est la partie piste d'intervention. La situation, il faut la décrire le plus précisément possible. J'étais avec telle personne, j'ai eu cette pensée qui a donné cette émotion, et pour répondre à l'émotion, j'ai eu tel comportement. Et donc, nous, on peut agir, donc en tant que thérapeute, par exemple, on peut agir au niveau on peut rien faire pour la situation, mais au niveau de la pensée, on fait ce qu'on appelle la restructuration cognitive. Donc, on travaille sur les pensées. On trouve d'autres alternatives à ma façon de penser. D'accord? Donc, et ça, c'est quelque chose de compliqué. Et on peut aussi travailler au niveau des émotions, des techniques de relaxation pour baisser mon émotion, d'accord? Et je respire calmement, je fais de la cohérence cardiaque, etc. Et aussi, on peut agir surtout au niveau du comportement. Là, vous, qu'est-ce que vous en pensez? À quel niveau des trois c'est plus facile d'agir? Comment? La pensée, c'est très compliqué à restructurer, surtout si on adhère à la 80%. Là, par exemple, je vous dis, soyez heureux. Il y a peu de chances qu'on soit heureux tout d'un coup. Donc, de changer notre état émotionnel ou de dire, excusez-moi. Mais si je dis, levez la main, ça, c'est un peu dans notre pouvoir, on va dire. Donc, là où j'ai plus de contrôle, en réalité, c'est au niveau du comportement.
j'ai envie de taper ma fille, bah, je sais que je peux contrôler mon comportement. Je sors de la pièce. Voilà. Le temps de sortir de la pièce, je peux appliquer les autres. Je vais respirer calmement, etc. Je vais retravailler mes pensées. En fait, je suis pas une mauvaise mère parce que voilà, elle m'a déjà dit qu'elle m'aimait bien, etc. Vous voyez? Donc ça nous donne une fenêtre de temps où on peut encore agir. Parce que si l'émotion elle est à 10 sur 10, bah, la réponse comportementale est, voilà, est quasi automatique aussi. Donc, au niveau du comportement, pareil, quand on travaille avec les enfants, c'est les comportements sur lesquels on travaille d'abord. Et aussi, vous voyez, en thérapie, il y a des personnes, c'est un biais, il y a les personnes intelligentes qui viennent en thérapie. Il y a peu, enfin, ou qui ont un niveau d'études déjà considérable. Pourquoi? Parce qu'il faut réfléchir, d'accord? Mais cette thérapie-là, je suis un adepte, vous avez compris, on peut aussi travailler avec tout le type de personnes. Okay? Avec les personnes simples, on peut bien leur expliquer ce comportement, voilà, il est pas bon ton comportement, hein, qu'est-ce qu'on pourrait faire et trouver des alternatives. Maintenant, puisque c'était pas un cours de parenting, j'ai retenu quand même quelques conseils. J'espère que vous avez pu suivre le fil rouge que j'essaie de donner. Donc déjà, être présent dans la relation, regard, sourire, câlin quand les enfants sont petits, mais quand ils sont grands aussi, avec toutes les personnes, c'est important. Lorsque mon mari fuit mon regard, je sais que quelque chose ne va pas. C'est en général la première chose là, quand il y a ça. Vous voyez. Voilà. La réciprocité du contact avec l'enfant. Pour moi, je sais que j'aime les écrans. C'est pour ça que j'ai pas de télé. C'est plus facile pour moi d'agir sur mon environnement, de ne pas avoir de télé, que d'avoir la télé et de devoir lui résister. Parce que à présent, je ne peux pas. Lorsqu'il y a une télé, je serai devant. Donc, voilà, elles sont au niveau des les écrans. Vous savez, la récompense elle est immédiate. C'est pour ça que c'est quelque chose qu'on apprend rapidement et on aime beaucoup. Mais assurez-vous de ne pas être sur l'écran lorsque vous êtes avec l'enfant. Voyez, assurez-vous que lorsque vous êtes dans une discussion, vous regardez pas l'heure ou le téléphone, ok? Parce que là, on perd dans la réciprocité du contact. Le mirroring, donc être en relation, encore une fois, c'est très, très fatigant. À la fin de la journée, je suis épuisée quand je fais ça quand j'essaie d'être présente avec les enfants. C'est épuisant. Mais au moins, voilà, avoir ça en tête, d'accord? De quoi je prive mon enfant si je le fais pas. Oui, mentaliser, c'est un terme à la mode. Nommer les émotions de l'enfant. Tu es tombé, oui, tu es triste. C'est normal d'être triste. Ne pas trop insister, mais le nommer quand même. C'est un apprentissage, d'accord? Et nommer ses propres émotions. Là, tu vois, il faut pas avoir honte de montrer ses faiblesses aux enfants, au moins de les nommer. De toute façon, ils voient nos faiblesses, mais de les nommer, voilà, on est dans la communication lorsque je les nomme. Donner le modèle. Donc, si on veut que nos enfants prient, il faut qu'ils nous voient prier. Voilà, on va pas leur mettre un dessin animé avec quelqu'un qui prie. Okay, il faut le faire. Et donc agir sur mon propre comportement, faire attention à moi d'abord, bannir la violence. Donc là, je suis une adepte. On peut éduquer sans violence. Après, oui, la définition de la violence, elle est... Mais voilà. Reconnaître la place de chaque membre de la famille. Donc donner des responsabilités, les faire participer, savoir qu'ils ont un rôle. Voilà, c'est très important. En plus, les études montrent que c'est très bénéfique pour la récupération, par exemple, après un trouble. Et aussi quelque chose de très important, je considère, se créer une famille élargie. Vous savez, on rentre d'un séjour en Roumanie de 3 semaines. L'importance de la famille élargie est essentielle parce que ici, en France, voilà, on peut nous retrouver facilement. Mais je parle là des Roumains. Mais je peux m'imaginer aussi des familles françaises nées en France
qui vont à l'église. Donc déjà, il y a une différence par rapport à la plupart des gens qu'ils rencontrent au milieu du travail ou autres, aux voisins, etc. On peut être déjà considéré comme bizarre ou différent, ou voilà. Mais secret, donc au sein de la paroisse, moi je vois pas le problème de choisir ses amis parce que je sais quel modèle je veux donner, voilà, être un peu vigilant là-dessus et être conscient surtout que la famille et ce réseau-là familial est un facteur de protection, est essentiel, est un partenaire pour ce qu'on veut donner comme nourriture à nos enfants. Et là, j'ai mis 3 points parce que je voulais vous donner la parole, mais j'ai préparé aussi ce petit exercice ici. Donc, vous avez les feuilles. J'ai pas imprimé le tableau, mais si vous prenez 5 minutes là et essayez de voir vous-même dans votre vie si est-ce que c'est un tableau qu'on peut digérer là facilement, est-ce que vous voyez les applications, est-ce qu'on peut moi, la seule chose que je me suis dit, c'est lorsqu'il y a quelqu'un qui vient se confesser et qui commence à raconter beaucoup de choses et tout est dramatique et on ne sait pas par quoi commencer parce que ça touche, les problèmes touchent la famille, le travail, etc. Et je pense que facilement on peut se trouver en difficulté, au moins avec des outils comme ça très concrets, on sait, ça peut nous donner une idée comment commencer, est-ce que ce comportement tu le fais souvent, est-ce que tu es souvent très en colère, est-ce que tu es souvent très triste aussi, voilà. Si vous voulez bien prendre 5 minutes, c'est la fin, c'est la dernière diapositive. 5 minutes et après, si quelqu'un veut faire un retour, je serai gratifiée aussi. Merci pour votre attention, mais je vous laisse le tableau pour...